Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, quelle place l'imagination tient-elle dans nos vies? Y a-t-il un âge où elle passe de qualité charmante à défaut rédhibitoire? Est-elle la signature de l'enfance? On parle de ce muscle pas tout à fait comme les autres avec Laura Elmaki, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche, toute cette semaine on teste notre culture générale en philo. Question du jour, à quelle catégorie grammaticale appartient l'expression du coup? Oui, je sais, ça ne ressemble pas à de la philo, mais vous allez voir, c'est de la philo. D'ailleurs, vous aurez la réponse et des explications dans moins de 10 minutes avec Laurence de Villers. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Candice Anzel, sujet du conseil de famille de la semaine, les parents face à l'addiction aux jeux vidéo. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Laura Elmaki, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, enseignante à Sciences Po, journaliste. Vous avez publié plusieurs biographies de grands écrivains, mais aussi un roman intitulé « Combien de lunes ?» Et vous livrez aux éditions Les Pérégrines un petit éloge de l'imagination qui est une balade à la fois littéraire, sensible, savante, très personnelle aussi autour de quoi, d'ailleurs? Comment définir l'imagination, Laura Elmaki? C'est la question la plus difficile. Ouais, je sais, je commence par là. L'imagination, c'est la capacité qu'on peut tous avoir et qu'on a depuis l'enfance à pouvoir fabriquer littéralement des images. Et donc ça, c'est un super pouvoir qu'on a tous depuis toujours. Et c'est peut-être ce qui nous distingue justement des animaux. Nous, on peut fabriquer des images, on peut rêver, on peut projeter une réalité qui n'est pas forcément sous nos yeux. Donc voilà pour la définition, on va dire, plutôt conceptuelle. Après, moi, je suis partie d'un constat, c'est que cette chose si simple et presque si automatique, comme un réflexe primitif qu'on a quand on est petit, eh ben, elle s'étiole, elle disparaît au fur et à mesure qu'on entre dans cette vie active et adulte qui est la nôtre aujourd'hui. Sérieuse et raisonnable. Sérieuse et raisonnable. Et c'est comme si on la troquait contre un réel qui, par ailleurs, est là et dans lequel il nous faut absolument vivre et s'adapter. Alors justement, la première raison, pardon, mais vous l'avez cité, qui nous a donné envie de vous inviter ici, dans une émission où on parle de l'enfance, c'est ça, c'est ce lien entre l'enfance et l'imagination, parce que l'enfance, c'est par excellence le temps où on se raconte des histoires avant que ça devienne un vilain défaut. Mais qu'est-ce que tu imagines? Et c'est l'injonction à être dans le réel dont vous venez de parler. Pourtant, le Père Noël, il existe, vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Alors, j'ai beaucoup hésité à écrire ce chapitre. Ouais. Je me suis dit que très au sérieux. J'allais pas. Voilà. Il y avait du ridicule aussi dans ce récit, et en même temps, il y a quelque chose de très sincère dans ce récit. Effectivement, j'ai vu le Père Noël à l'âge de 5 ans dans mon salon. Je ne saurais expliquer cette hallucination, il faut bien lui donner un mot, mais ça prouve que je voulais sûrement le voir et que je l'ai tellement imaginé, qu'il était tellement pour moi réel que je ne pouvais pas faire autrement que l'apercevoir. Je ne l'ai pas vu en entier, hein. J'ai vu sa botte qui sortait comme ça un peu de la fenêtre. C'était une vision, ce qu'on appelle une vision, et j'en ai été tout à fait bouleversée, ce qui a participé évidemment à ce que j'y crois encore assez longtemps après l'âge de 5 ans. C'est un livre, je le disais, à la fois érudit, on voyage dans plein d'œuvres de la littérature, notamment la poésie aussi, un peu dans votre histoire aussi, votre enfance, qui est une enfance française, mais avec un ailleurs, que vous imaginez longtemps, oui, qui est le Liban. Oui, c'est vrai Qu'est-ce que c'est que de grandir, d'imaginer cet autre chez soi? Eh bien, pendant très longtemps, ça a été un non-sujet, c'est-à-dire que, effectivement, mon père, qui est libanais, qui est arrivé en France à l'âge de 18 ans, est tellement, comme on dirait, intégré, assimilé, tellement heureux d'être ici, qu'il a laissé derrière lui toute une part de sa vie, de son enfance, de son histoire. Et puis, il s'agit aussi d'un pays qui a une histoire difficile et compliquée, donc, qui est malheureusement toujours. Donc je pense qu'il ne m'a pas transmis de manière spontanée cette histoire-là, et j'ai toujours cherché à la connaître. Parce que j'ai un nom quand même, qui est libanais aussi. Ça a été une vraie question. Il ne me restait que l'imagination pour essayer de m'en approcher. Et un jour, vous la confrontez au réel. Et un jour, je la confronte au réel. Je décide de prendre un billet d'avion. Alors évidemment, je suis adulte, indépendante, je peux le faire. Et d'une certaine manière, je désobéis à cette loi du réel qui veut que les choses sont comme ça. Et que ce pays est lointain et que je devrais passer à autre chose, ne pas le connaître, ne pas y mettre un pied. Eh bien, j'y vais. Et tout d'un coup, ce qui m'était pendant très longtemps inimaginable devient réel. Et ce trajet-là aussi est intéressant. Vous avez vraiment cessé d'imaginer à un moment, c'est pas juste une clause de style, parce que vous le dites dès le début du bouquin. Non, c'est... On se dit, Je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je faisais de moins en moins, parce que j'étais happée par
un désir d'accomplissement, beaucoup d'ambition, et puis un réel aussi qui était sous mes yeux et duquel j'avais du mal à me détacher. Je crois que je parle aussi des images qui m'inondent, qui nous inondent tous et toutes. Et je crois que les images m'empêchent beaucoup d'imaginer. Je pense que l'imagination, elle vient quand on n'a pas forcément une image qu'on nous montre ou qui est sous nos yeux, qui bouge, qui gesticule, qui parle. Et ça, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir retrouver ce rapport, au fond, très simple et très direct avec notre monde intérieur, avec ce qu'on a en soi et qui ne demande qu'à vivre. Il y a une façon de le faire résonner, ce monde intérieur, c'est la lecture, c'est une de vos grandes passions, à la fois comme biographe, comme romancière vous-même. Vous citez énormément d'auteurs, c'est aussi une des raisons de lire ce livre d'ailleurs, j'allais dire à tous les âges, a fortiori quand on est lycéen ou étudiant, on se balade dans l'histoire de la littérature. Alors l'un des premiers exemples que vous citez, c'est celui des sœurs Brontë. Oui. Qui ont imaginé leur vie, littéralement. Elles ont imaginé... Et en même temps, il y a l'imagination à l'intérieur de leurs œuvres, mais elles ont imaginé une vie, quoi. Elles ont été bien obligées d'imaginer leur vie parce qu'elles avaient par ailleurs une vie très difficile. Elles vivaient dans une région assez reculée de l'Angleterre, dans le Yorkshire. Elles avaient assez peu de moyens, un père pasteur. Elles étaient femmes. Voilà, elles n'avaient pas un avenir réjouissant qui se déroulait devant elles, et elles ont su très tôt qu'elles devaient façonner quelque chose de leur quotidien pour survivre, littéralement survivre à cette vie très difficile et puis menaçante, parce que tout le monde à l'époque mourait beaucoup de maladies. Et elles ont eu cette idée géniale de se retrouver à certains moments de la journée et de rêver ensemble et d'apprendre à écrire ensemble et de se lire les histoires qu'elles créaient ensemble. Et je crois que ça, on a vraiment un exemple incroyable de comment l'imagination peut sauver. Alors, elles sont mortes assez jeunes. Alors, c'est peut-être contradictoire que je dise ça, mais elles sont mortes par la force des choses. Voilà, encore une fois... C'est une époque aussi. C'est une époque aussi. Il y avait des conditions qui malheureusement favorisaient les morts précoces. Mais elles ont réussi à se sortir d'une torpeur, d'une monotonie, d'une impossibilité aussi peut-être de sortir de leurs conditions en s'inventant, en s'imaginant même hommes, en prenant des pseudonymes masculins pour être publiés. Elles ont tout fait pour façonner une vie telle qu'elle l'imaginait. Vous citez aussi Robert Desnos sur la puissance de l'imagination, le poète surréaliste qui continue à écrire en déportation, et là aussi sur la puissance de l'imagination. Il ne cesse jamais, en fait, il ne renonce jamais, y compris dans les pires conditions, y compris à l'orée de la mort, d'imaginer. Oui, et puis il y a quelques anecdotes très étonnantes où des gens rapportent des propos qu'il aurait eus. Il parle à des prisonniers, il les encourage, il leur raconte des histoires. Et puis il a toujours ses yeux qui sont très caractéristiques. On les reconnaît, on reconnaît Robert Desnos toujours avec ses yeux un petit peu globuleux, très ouverts, qui semblent regarder. Écrivez-vous, il continue d'écrire de la poésie, car ces citations, réellement le cheval qui court au-dessus des montagnes. Il écrit aussi des lettres à Yuki dans lesquelles il imagine lui acheter. Citation là encore, 100 000 cigarettes blondes, 12 robes des grands couturiers, l'appartement de la rue de Seine, une automobile, la petite maison de la forêt de Compiègne, celle de Belle-Île et un petit bouquet de 4 sous. Et tout ça en déportation. Et là aussi, on voit le pouvoir d'une imagination qui ne cède pas, qui ne courbe pas l'échine, malgré la difficulté et la douleur. Dans les grands producteurs d'imaginaire, il y a les Américains en général, aussi bien les cinéastes que les Français, et ça vous a beaucoup marqué dès l'adolescence. Oui, ça m'a beaucoup marqué parce que je pense que c'est avec ces premiers livres que moi j'ai eu les premières vraies sensations de lecture, c'est comme ça que j'ai aimé la fiction. Mais vous écrivez une fiction avec Leonardo DiCaprio. Absolument. Par contre, vous dites à un moment donné... Vous rigolez. Oui, mais en fait, elle s'arrête très, très vite, cette fiction, parce que je ne peux pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à j'embrasse Leonardo DiCaprio. Absolument. Même en rêve. Hein. Exactement. Mais c'est intéressant le rapport qu'on a aux idoles quand on est jeune. On imagine pouvoir les rencontrer, on imagine qu'elles sont proches de nous, on imagine qu'elles sont à la fois humaines et inaccessibles. Et c'est dans cette contradiction-là que le rêve peut advenir. Et c'est vrai que, alors je parle de Leonardo DiCaprio parce qu'à l'époque, moi quand j'étais adolescente, il y a eu Titanic qui était un peu le film qui a fait rêver toute une génération. Et c'était, on a vu son ascension à cet acteur. Il a été très important pour moi. Mais l'imagination a ses limites. Absolument. Laura El-Maki, petite éloge de l'imagination, c'est aux éditions Les Pérégrines. On va retrouver Laura El-Maki dans quelques minutes pour la suite du Grand Oral. Mais pour l'instant, on révise notre culture générale philo avec Laurence de Villers toute la semaine. L'Anti-Sèche, toute cette semaine, révision philo au programme de la quotidienne avec cette question aujourd'hui. Alors on croit que ce n'est pas une question de philo, mais vous allez voir, c'est une question de philo. À quelle catégorie grammaticale appartient l'expression « du coup » Laurence de Villers, bonjour. Bonjour.
Laura Elmaki, Laurence de Villers, vous avez des amis communs. Vous êtes philosophe normalienne agrégée et docteur spécialiste de Pascal et autrice, entre autres, de ces merveilleuses brèves de philo. Première édition 2010, édition enrichie 2024, enrichie avec du coup. Du coup, alors d'abord, c'est quoi du coup? Alors, c'est un connecteur logique. Ça tient lieu de connecteur logique. Ouais. C'est-à-dire qu'à la place de du coup, on pourrait dire de fait, par conséquent, ornicard, d'une certaine façon. Donc, oui, on pourrait dire. Plus élégant. Alors voilà. Alors, ce qui est intéressant pour la philosophie, hein. Bien sûr. Et puis pour réviser la philosophie aussi, parce que je pense que la philosophie continue à faire peur, mais c'est intéressant de se dire qu'on peut faire de la philosophie à partir de n'importe quel matériau. C'est de prendre un tic de langage, parce que là, on n'a pas une formule toute faite, ni un proverbe, on a un tic de langage, et qu'on le veuille ou non, Emmanuel, à un moment donné, vous et moi dans la journée, on va dire du coup. Alors moi, c'est grave, parce que j'ai écrit une brève de philo à partir de du coup, donc je devrais être attentive. Mais vous nous réconciliez un peu avec du coup quand même dans votre brève de philo. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose d'émouvant. Sympathique. Vous dites d'abord ça nous rassure. Alors pas que du coup, mais en règle générale, les connecteurs logiques, c'est ce qui nous rassure dans l'existence. Oui, parce que alors. Du coup, qui tient lieu dans le langage courant de connecteur logique, ça nous rassure parce qu'on a l'impression qu'on peut dessiner une logique à l'intérieur de notre vie ou de notre quotidien. On a l'impression qu'on va pouvoir identifier des causes et puis dire ça a donné tel effet. En fait, ça revient presque à réécrire sa journée ou sa vie comme une bonne histoire, avec une trame, une logique. La différence entre la vie et le roman, c'est que dans le roman, on écrira « elle est partie parce qu'elle ne... » ou « elle est partie, par conséquent, je me retrouve seule ». Dans la vie, c'est juste « elle est partie ». Du coup, je suis seule. Alors, et nous, on ajoute du coup parce qu'on a... On a du mal. Oui, on a du mal à affronter le hasard, le fait que dans la vie, il y a du purement accidentel, du hasard pur. Il y a même de l'anecdotique, des choses pas si importantes, mais qui nous arrivent quand même. Avec du coup, on construit une causalité, une continuité. On a l'impression d'être aux commandes de sa vie, en réalité. Vous dites, du coup, c'est une pépite métaphysique. Ah oui, je l'aime beaucoup, en réalité. Alors, ça m'agace, hein, j'ai commencé par être très agacée, et puis les élèves, les étudiants l'utilisent beaucoup, donc au départ, on est agacé quand il y a ces du coup. D'ailleurs, avec vos étudiants, des du coup partout. Oui, absolument. Et ça devient une ponctuation, d'ailleurs. On se rend compte que dans la phrase, ça revient comme une musique. Et je me dis, mais comment se débarrasser effectivement d'un vrai tic de langage? Et ça remplace la virgule. Et totalement, ça remplace au sens moins fort, ça remplace la virgule. Donc, parce que c'est difficile de raconter quelque chose à l'oral. On veut capter l'attention, on n'a pas un langage soutenu, on va pas dire par conséquent, de fait, à l'oral. Mais quand même, on a besoin... On a peur des silences. Mais oui, puis on a besoin de ponctuer. Le silence de la virgule, on a peur. On a peur du silence. Donc, le du coup meuble de manière plus forte, je pense, qui veut mettre une logique là où il n'y en a pas toujours. Un autre mot pour dire destinée. Mais oui, c'est marrant parce que Chrysippe, alors tout le monde ne connaît pas Chrysippe, tout le monde emploie du coup, mais tout le monde ne connaît pas Chrysippe. Non, donc, c'est vieux sage stoïcien du IIIe siècle avant Jésus-Christ, je sais ça par cœur. Oui, c'est le premier stoïcisme, hein. C'est un des derniers, c'est Marc Aurèle. Donc lui, je vous connais plus pour le coup. Voilà, alors là, c'est un des premiers, il nous reste pas grand-chose de lui. Mais il y a une phrase qui m'avait frappée, et je l'ai rattachée à du coup, c'est où il explique la destinée, c'est, je dis de mémoire, mais là, c'est pareil, vous me corrigez, Emmanuel. Oui, je vous corrige, je la connais par cœur. C'est l'enchaînement naturel des choses qui finissent par se déduire les unes des autres nécessairement, selon un ordre invariable. Ouais, c'est ça, formidable. Le destin est l'enchaînement naturel de toutes choses, dérivant éternellement les unes des autres et se succédant d'après un ordre toujours invariable dans l'immensité du temps. Et ben voilà, du coup, ça nous fait croire que les choses s'enchaînent de manière invariable selon un ordre dans nos vies qui n'ont pas forcément un ordre. Et du coup, vous savez, après l'antisèche, il y a le grand oral. Le grand oral, du coup, c'est la fin de notre antisèche. Du coup. Merci à vous. Merci beaucoup, Laurence, philosophe. Je le rappelle, les brèves de philo, vous les retrouvez. Seriez-vous stoïcien sans le savoir? C'est la collection Le Goût des mots, dirigée par Philippe Delerme, des éditions Point. Ça vient de sortir. Je crois que vous en préparez d'autres d'ailleurs, non? Oui, normalement. Et ouais. C'est prévu. Trop cool, les brèves de philo. On se retrouve demain, Laurence. La question sera: Aristote suggérait de cultiver en soi le phronimos. Le phronimos, de quoi s'agit-il? Réponse demain.
On avait plein de raisons d'inviter Laura El-Maki pour parler de ce petit éloge de l'imagination paru aux éditions Les Pérégrines. Et une des raisons, on l'aura compris, c'est que votre livre invite à lire ou à relire des dizaines de romans. Et alors, il y a une catégorie qui occupe une place singulière, c'est évidemment celle de la littérature d'anticipation, quand l'imagination invente le futur, les prémonitions littéraires. Orwell, évidemment. Orwell, il y en a beaucoup d'autres. Il y a Mary Shelley. Orwell, évidemment, c'est la question de la surveillance contemporaine avec 1984. On sait qu'aujourd'hui, toutes nos données numériques, dès qu'on clique sur tout accepter, en fait, sont enregistrées, ne nous appartiennent plus. Donc c'est comme si on vivait un petit peu, et d'ailleurs on dépasse complètement ce qu'Orwell avait prévu. Il nous avait alerté dessus, surtout. Il a beaucoup écrit sur « faites attention, ça arrive, c'est devant vous ». Et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs comme ça. Et moi, ça m'a toujours fasciné et beaucoup questionné la question de la prémonition littéraire. Alors, c'est un terme de l'écrivain Pierre Bayard. Moi, je l'appelle le déjà lu. Mais l'idée que les livres anticipent, d'une certaine manière, la vie, ou en tout cas ce que les hommes vivent. Et ça... quand on y prête un petit peu attention, on peut trouver énormément de références. Mary Shelley avec Frankenstein, c'est la manipulation génétique. Le transhumanisme. Évidemment, on est en plein dedans. Un petit peu après, on a un auteur comme H.G. Wells qui a écrit La Guerre des mondes. On connaît beaucoup La Guerre des mondes. On connaît moins son livre La Destruction libératrice, qui anticipe avec beaucoup d'années d'avance la bombe atomique. Et puis, le plus étonnant, j'ai découvert un livre extraordinaire de Morgan Robertson, encore sur le Titanic, pour filer notre petite histoire. Ça s'appelle Le naufrage du Titan, qui a été publié 14 ans avant la catastrophe du Titanic. C'est ça, tout début du XXe siècle. Tout début du XXe siècle, et tous les éléments sont là. Le paquebot s'appelle le Titan, il fait exactement les mêmes proportions que le bateau qu'on connaît, il transporte le même nombre de passagers, il heurte un iceberg. Tout est très troublant. Donc, on en vient quand même, enfin j'en viens moi, à m'interroger sur le pouvoir de cette imagination qu'on a tous en nous et qui s'exerce de manière assez fabuleuse et très énigmatique. Alors vous, c'est aussi Ursula Le Guin ? Je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs le Guin. Ursula Le Guin, oui. Le Guin, voilà. Si on laisse pousser l'imagination comme une mauvaise herbe, le pire nous guette. C'est aussi l'autre versant, évidemment, de ce petit éloge que je traite pas assez longuement, malheureusement, parce que ce n'était pas l'exercice. Il faut bien le garder en tête. Et on voit bien que ce versant dangereux se traduit aujourd'hui par exemple, les fake news. C'est de la mauvaise imagination. L'idée de réécrire une vérité ou une réalité que, par ailleurs, on ne peut contester. Voilà, réécrire l'incontestable, c'est le danger de l'imagination. Un exemple parmi d'autres. Dans les antidotes, dans ce qui est agréable, il y a Proust, il y a la Madeleine de Proust. Et ça, vous le gardez plutôt vers la fin du livre. Vous dites, je ne voulais pas tuer Oui, parce que... Le suspense, c'est la voie la plus sûre pour recréer des paradis perdus, finalement. C'est le passé. Mais parce que c'est l'idée peut-être la plus complexe et la moins évidente sur l'imagination. Quand on pense imagination, on a l'impression que l'imagination, c'est donc fabriquer des images, mais surtout se projeter dans un futur qui n'est pas encore arrivé. Donc on peut imaginer ce qu'on veut parce que ça n'est pas là. Proust, il a une réflexion inverse. Il dit qu'en fait, non, la véritable imagination, elle est dans le passé. Et elle est dans la manière dont on va recréer ce qui a été vécu et perdu. Et c'est tout le projet de son très beau livre « À la recherche du temps perdu ». Et c'est la vraie leçon de ce roman, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'imagination pour lui. Il y a ce qu'il appelle les folles idées, quand on se fait des films. Il y a l'imagination déceptive, quand on espère tellement que quelque chose arrive, et quand ça arrive, et ben, c'est jamais à la hauteur de nos... Généralement. Et la troisième imagination, c'est par exemple la petite Madeleine. C'est à la faveur d'un thé qu'on déguste avec une Madeleine. Oui, je suis désolé, on n'a pas prévu le thé. C'est nul. On découvre aussi tout d'un coup qu'on a en soi tout un monde endormi. Et qui ne demande qu'à être ressuscité. Qu'à se manifester. Vous racontez autour de Proust une anecdote absolument extraordinaire que j'ignorais tout à fait sur le paysage. Alors, Proust, c'est Combourg, hein, c'est ça Combray. Combray, pardon. Cabourg, Combray, c'est... Et puis Combourg existe aussi. Bref, Combray, le village imaginaire, théâtre à la recherche du temps perdu. Mais en fait, il y a un village qui ressemble vraiment, qui s'appelle Illiers. Et on a protégé, racontez-nous cette histoire, c'est complètement dingue. Alors, on a protégé un paysage proustien. Alors, le village, il faut revenir peut-être au tout départ, le village, depuis Proust, a été, ça fait plusieurs décennies, qu'il a été rebaptisé Illiers-Combray. C'est ça. C'est l'un des rares... sur l'autoroute, d'ailleurs, on voit le C'est l'un des rares villages qui porte le nom d'un village romanesque, d'un lieu imaginaire. Bon, alors déjà, ça, c'est une chose. Et puis, il y a eu un projet de construction de parc éolien, il y a maintenant 4-5 ans, qui a été évidemment très critiqué par les riverains, par le préfet. Ils voulaient protéger le champ qu'avait décrit Proust et sur lequel il se passait beaucoup de choses dans le roman. Et les habitants ont gagné.
sous prétexte que Proust avait décrit ce chant dans La Recherche du temps perdu, qu'il fallait préserver ce patrimoine immatériel. Et donc là, l'imagination gagne, en fait. On est quand même en France, enfin, pays, pour le coup, Dieu sait que ce pays est critiquable par bien des aspects, mais là, on se dit quand même, il n'y a que la France, pays de grands écrivains, de grandes écrivaines, pour qu'un juge administratif dise, bah oui, une œuvre de l'esprit. Alors, c'est très intéressant parce que protection d'un paysage réel, quoi. Il faudrait regarder les juridictions étrangères que je ne connais pas, évidemment, je ne suis pas juriste. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que cette décision crée une jurisprudence incroyable. Ouais. Parce que maintenant... comme la jurisprudence pour Brancusi aux États-Unis pour définir ce qu'était l'art contemporain. Absolument. Ouais. Mais l'idée que l'art puisse passer avant les choses réelles, moi, ça me plaît beaucoup. Vous citez William Blake, imaginer, ce n'est pas inventer un autre monde, c'est regarder le nôtre différemment. Il y a ça aussi dans l'imagination. Mais oui, parce qu'on croit que l'imagination, quand on parle d'imaginaire, d'imagination, donc on a tout de suite des idées d'anticipation, on a l'impression que c'est croire au dragon ou licorne, alors que oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi au Père Noël ou à DiCaprio qui est à la boulangerie en bas, mais ça peut être tout simplement essayer d'imaginer concrètement comment on peut mieux vivre là où on est et avec qui. Je pense qu'il est très important de savoir imaginer sa vie. Ça, c'est le philosophe Henri David Thoreau qui le dit. Il faut avoir le courage de vivre la vie qu'on sait imaginer pour soi. Et c'est ce qu'il y a peut-être de plus dur à faire aujourd'hui pour chacun de nous, parce qu'on a des obligations, parce qu'on est tenu par des exigences. Et peut-être se répéter cette phrase qui est comme un mantra pour moi depuis très longtemps, c'est ce qui me semble être le plus nécessaire. Thoreau, qui est une de vos passions, vous lui avez consacré une biographie avec Marie Berthomieux qui était sortie chez Gallimard en 2014. Rafraîchissez la mémoire de celles et ceux qui n'ont plus ça en tête. Lui, il sait imaginer une vie. Alors ça dure que 2 ans. Souvent on se dit qu'il a fait ça toute sa vie. Non, mais enfin quand même. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. C'est un philosophe américain qui avait décidé de ne plus travailler. Il avait testé plusieurs métiers. Il a vécu au milieu du 19e siècle dans le Massachusetts. Et il a décidé un jour de tout envoyer valser, d'aller se construire une cabane dans les bois. Enfin, plutôt, il a emprunté plus ou moins les matériaux à son ami Emerson. Il a vécu près d'un lac qui porte le nom de Walden. Il a essayé de vivre des haricots qu'il plantait, des poissons qu'il pêchait, loin du bruit de la ville, de la technique qui arrivait, parce que c'était l'époque aussi où on construisait les trains à vapeur, il y avait tout le capitalisme qui se mettait un petit peu en place. Et lui, il est allé à rebours de tout ça pour essayer de retrouver un peu de simplicité. C'est un mot qui lui plaît beaucoup. Il dit toujours simplicity, simplicity, simplicity. Et il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Walden ou La vie dans les bois, qui raconte cette expérience assez incroyable et où au fond, il est assez cohérent, voilà, avec son désir. C'est un collapsologue avant l'heure. C'est ceux aujourd'hui, Pablo Servigne et autres, ou Yves Cochet, qui disent bon, de toute façon, il faut aller s'installer. Oui, alors les collapsologues peut-être sont moins optimistes que lui. C'est clair. Je pense que lui gardait une vision assez poétique du monde et il espérait que les choses changent. J'ai signalé que vous étiez écrivaine, romancière, que vous enseigniez et vous animez notamment des ateliers d'écriture, notamment à Sciences Po. Je crois qu'il y a une école aussi qui s'appelle Les Mots. L'école Les Mots, à Paris, 5e arrondissement. D'un tout petit mot, l'imagination, ça se titille, ça s'enseigne, ça s'active, ça ne s'enseigne pas. Ça ne s'enseigne pas, mais je pense que ça s'exerce. C'est vraiment ce que vous disiez en introduction, c'est un muscle et on oublie de l'exercer. Mais il suffit de s'y mettre, de prendre une feuille blanche et d'essayer d'écrire. Ça, c'est très difficile. C'est quelque chose qui n'est pas sous nos yeux, c'est quelque chose qui ne vient pas d'un souvenir. D'essayer d'écrire sur quelque chose qu'on imagine de toutes pièces. Voilà, et si vous avez un doute, vous lisez avant d'écrire et vous écrivez après, mais vous lisez Petit éloge de l'imagination. Ça vient de sortir aux éditions Les Pérégrines sous la plume de Laura El Maki. Livre très, très beau à lire, il faut le dire aussi quand même, parce que c'est important le style, l'écriture. Laura El Maki, merci beaucoup. Vous restez avec nous ? Oui. On a notre coaching hebdomadaire conseil de famille. Vous allez voir, les jeux vidéo, l'addiction. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel. Candice, bonjour. Bonjour. On va terminer une trilogie, une tétralogie même, non, trilogie, je pense. En fait, on va voir qu'il y en aura encore un peu derrière. Ah bon, d'accord. Finalement. Ok, alors 3e épisode d'une future tétralogie consacrée aux jeux vidéo. On a parlé du plaisir des jeux vidéo, de tout ce qu'on pouvait apprendre grâce aux jeux vidéo. Et ça, c'est assez formidable. On a appris un petit peu à réguler, mais dans un certain nombre de cas, tout ça ne fonctionne pas et on tombe dans une forme d'addiction et ça finit par impacter la vie scolaire, sociale, familiale et ça devient une dépendance que peuvent faire les parents. Il est 1h du matin, vous ouvrez discrètement la porte de la chambre de votre ado. Évidemment, espérant l'y trouver endormi, ça paraît de soi. Mais vous tombez nez à nez avec une lumière bleutée, un casque vissé et accompagné d'un « Vas-y, couvre-moi, j'ai plus de munitions, vite, vite !»
Cette situation vous parle, vous n'êtes pas seul. Bienvenue au club, il se peut que votre enfant soit, comme beaucoup, addict à ce labyrinthe pixelisé. Alors, qu'est-ce qui indique qu'un enfant est en train de développer une dépendance? Il y a plusieurs indicateurs assez faciles à repérer. Donc, par exemple, si votre enfant ment de façon chronique concernant son temps passé devant les écrans, s'il n'a désormais plus que cet unique centre d'intérêt et sujet de discussion, que ses anciennes passions ou d'autres aspects de sa vie sont vraiment mis de côté et qu'il est désormais incapable en fait de trouver autre chose à faire que jouer. S'il s'isole socialement et montre une baisse d'intérêt pour toute activité de socialisation dans le monde réel. Même Leonardo DiCaprio. Exactement. C'est grave. S'il agit de façon agressive envers les autres membres de la famille, vous insulte et tend à avoir des comportements d'intimidation envers vous, il peut même détruire parfois les objets de la maison pour exprimer justement son mécontentement quand vous lui demandez d'arrêter de jouer. L'empathie aussi. Oui, s'il y a une diminution à faire preuve d'empathie envers les gens qu'il aime, s'il oublie de boire ou de manger pendant de longues périodes, s'il est impossible pour lui de respecter ses engagements à ne pas jouer aux jeux vidéo et arrêter quand vous lui dites « Allez, viens, c'est l'heure du dîner », si vous observez des symptômes d'euphorie pendant ou après la période de jeu, et enfin, évidemment, si ses notes sont en baisse. Donc, ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'est super votre truc. Alors, il ne faut pas qu'il y ait tout, forcément, d'ailleurs. D'ailleurs, non, c'est déjà si vous trouvez qu'il y a plusieurs indices mentionnés, il est peut-être dépendant aux jeux vidéo ou en tout cas en passe de le devenir. Alors vous, justement, dans votre pratique de coach, vous en rencontrez beaucoup de ces parents qui viennent vous voir avec cette source d'inquiétude, qui se sentent démunis. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, en fait, il y a, comme on en parlait la semaine dernière, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi, en fait, votre ado joue autant en évitant les critiques agressives qui risqueraient de le braquer. Donc, est-ce que c'est une passion, un moyen de s'échapper, de socialiser? On va essayer de lui poser toujours des questions ouvertes pour qu'il exprime ce qu'il aime dans les jeux et ce que ça lui apporte. Alors, pour être très clair, il n'y a pas de changement possible s'il n'y a pas de prise de conscience du problème derrière. Donc, je vous conseille de lui poser ces quelques questions afin de l'aider justement dans cette démarche. Vous êtes prêts? Allons-y. C'est parti. Alors, quelle est la situation actuelle et combien de temps joues-tu tous les jours actuellement? Pas plus de 10 minutes. Quel problème cela te pose au quotidien et quels sont les risques selon toi si tu continues de jouer autant à moyen ou long terme? Aucun. Quelle serait c'est bien l'ado, non? Ouais. Hein? Ouais, voilà. Flemme. Tu me saoules. Ensuite. Quelle serait la situation idéale à la place de celle-ci que tu souhaiterais avoir? De quoi as-tu besoin du coup pour passer de la situation actuelle où tu joues vraiment trop à celle qui serait idéale pour toi? Et qu'est-ce qui t'empêche ou pourrait t'empêcher d'y accéder? Bon, là, on a normalement à peu près identifié le problème. Et c'est là où on enclenche la première. Exactement, arrivé à cette étape, on va lui demander, maintenant, trouve 5 solutions qui te permettent de commencer à résoudre ce problème et ensuite, essaye de voir laquelle te paraît la plus simple à mettre en place et sur laquelle tu as envie de t'engager dès maintenant. Et vous insistez beaucoup, il faut que ce soit ces solutions. Ces solutions et non les nôtres. Si on veut que ça marche. Si moi je vous propose des solutions, elles sont adaptées à mon expérience, mon vécu. Ça ne marchera pas. Non. Non. Alors que forcément, et puis en plus, vous allez avoir des meilleures idées que moi. Toujours. C'est sûr. Je fais bien la dose. Ouais, très bien. Donc du coup, rien ne vous empêche évidemment de lui faire des suggestions, mais bon, c'est possible que vous essuyez un refus et c'est ok. Donc une fois ces solutions trouvées, vous pouvez établir ce qu'on appelle un contrat numérique ensemble sur cette base. Donc, ce contrat, en fait, il va permettre de cadrer sans interdire brutalement. On le sait, les interdictions brutales ne fonctionnent pas. Donc, vous savez bien qu'on accepte en plus toujours mieux quelque chose qu'on a décidé quand on a conscience que c'est pour notre propre bien plutôt que quelque chose qui nous est imposé. Une fois que ce contrat est signé, chacun s'engage à le respecter. Et je vous invite à ce moment-là à faire quelque chose que vous n'avez certainement pas l'habitude de faire. Lâcher prise et faire confiance. Si. C'est dur. C'est vrai. C'est dur, mais en même temps, plus vous allez responsabiliser votre ado à prendre la mesure du contrat qu'il a signé, et plus il va vouloir être digne de cette confiance et essaiera de se tenir à ce cadre le plus possible, même si ça lui demande beaucoup d'efforts. Alors la semaine prochaine, du coup, on présentera une méthode douce. Voilà. Du coup, on présentera une méthode douce qui permet de réduire vraiment progressivement les temps de jeu ou d'exposition aux écrans et que les ados peuvent suivre c'est super, ça. de façon autonome. Génial, ça nous fera une tétralogie. Moi, je suggère d'ailleurs qu'on en profite pour feuilleter, lire même. Mais ça peut se feuilleter d'ailleurs, parce que c'est des petits chapitres qui peuvent être lus indépendamment. Oui. Ce petit éloge de l'imagination de Laura El Maki. Il y a plein de grandes idées de lecture pour s'évader. On s'évade encore mieux qu'avec des jeux vidéo, en se baladant dans les œuvres que vous avez lues ou relues pour nous. Merci donc, chère Candice. À la semaine prochaine pour la suite.
suite de la tétralogie. Merci beaucoup, Merci. Laura, de nous avoir rendu visite dans la quotidienne. Petite éloge d'imagination, c'est au Pérégrine. Et merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission. Marine qui est en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Mani Pézeshk. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et du coup sur les réseaux sociaux.